connaissez peut-être pas très bien l'INJEP, alors je vais vous le présenter, je vous promets de façon très succincte. L'INJEP, c'est l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, c'est un observatoire sur 4 thématiques: la jeunesse, l'éducation populaire, la vie associative et le sport. Sur l'ensemble de ces thématiques, on produit à la fois des chiffres de référence, des statistiques. On va aussi observer ce qui se passe sur le terrain, et les cahiers de l'action, c'est une manifestation de cette volonté d'aller sur le terrain, de laisser la parole aux acteurs. Et donc j'espère qu'on aura l'occasion de le faire le plus possible ce soir. On va aussi évaluer des politiques publiques structurantes dans notre champ, par exemple le service civique. Et puis on va financer des expérimentations sociales dans le cadre du fonds d'expérimentation pour la jeunesse que vous connaissez peut-être. Donc ça vous montre un peu la diversité des opérations que nous pouvons conduire, de ce que nous pouvons observer, et on a aussi un centre de documentation qui a un fond très très large sur l'ensemble des champs que j'ai décrits et que je vous invite à consulter à la fois sur internet et pourquoi pas à venir nous rendre visite sur place. On est avenue de France dans le 13e. Je ne vais pas être beaucoup plus long, laisser la parole à Jordan Paris qui coordonne avec Emmanuel Porte les cahiers de l'action et donc il va vous présenter le programme de la soirée. Puis je voudrais en profiter pour remercier nos 3 intervenants du fond du cœur. Je suis sûr que tout ça va être passionnant comme d'habitude. Merci, oui, c'est mieux avec le micro en mode on. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Très heureux de vous accueillir ici au Centre culturel du Crous de Paris qui nous accueille pour cette conférence débat en présentiel, qui est un peu nouveau après le Covid, pour évoquer la sortie du dernier numéro des cahiers de l'action consacré aux enjeux de l'alimentation à la croisée des champs de l'action publique et de la vie associative. Donc les cahiers de l'action est une des 2 revues qui est portée par l'INJEP. Il y a une autre revue qui s'appelle Agora Débat Jeunesse, qui est une revue de recherche notamment sur les questions de jeunesse, mais aussi de vie associative. Et les cahiers de l'action sont une des revues de l'INJEP qui croisent en fait les perspectives de la recherche, de la vie associative et de l'action publique autour de différentes thématiques. Et pour nous, c'était intéressant de pouvoir traiter cette question de l'alimentation, qui a priori pas forcément directement, ne concerne pas directement le champ directement de la jeunesse et de l'éducation populaire, mais qui est une thématique très transversale, qui n'a jamais été traitée en tant que telle dans la collection, et qui fait en fait écho à une multitude d'enjeux pour les acteurs publics, pour les acteurs associatifs, à la fois en termes de prise en compte des inégalités sociales, on en parlera ce soir, d'écologie, mais aussi d'éducation et aussi de participation citoyenne, puisque les différentes contributions de ce numéro les évoquent, ces enjeux de participation. Je vais vous présenter rapidement le contenu des différentes contributions, et puis ensuite on passera aux interventions. Je présenterai nos différents intervenants et intervenantes, et puis nous aurons un temps de discussion, de débat, d'échange jusqu'à 19h. Donc je vais d'abord commencer par vous présenter un petit peu ce numéro qui est construit autour d'un collectif de contributeurs qu'on a réunis pour l'occasion, qui est structuré autour de contributions qui ont été réunies autour de 3 axes. Alors un premier axe qui traite finalement de la construction des solidarités alimentaires, c'est-à-dire prendre l'enjeu de l'alimentation sous l'angle de l'évolution des pratiques de solidarité alimentaire. Donc vous retrouverez dans le numéro une première contribution de Pauline Scherer, qui est sociologue intervenante au laboratoire d'études et de recherche sur l'intervention sociale, qui revient sur une recherche-action qu'elle a mise en place, qui vise la création de 6 tiers-lieux de solidarité alimentaire en région Occitanie, qui est une démarche qui est centrée sur une approche à la fois territorialisée, coopérative, et systémique de prise en compte des enjeux d'alimentation. Ensuite, vous retrouverez une deuxième contribution de Anaïs Mainfray, qui est la coordinatrice de l'antenne rennaise du réseau vers un réseau d'achat en commun qui est plus connu sous le nom de VRAC, qui développe du coup des groupements d'achat en quartier politique de la ville et sur des campus universitaires, et qui revient dans la contribution sur les objectifs, le fonctionnement et aussi les enjeux logistiques d'animation, mais également de pérennisation économique de ce type de modèle. Vous trouverez également dans le numéro un entretien avec la chercheuse à l'INRAE de Montpellier, Dominique Baturel, qui propose une réflexion qui vise à saisir en fait les enjeux d'alimentation sous un angle systémique et qui met en évidence finalement l'enjeu de dépasser une approche uniquement caritative de l'aide alimentaire pour envisager l'avènement d'une sécurité sociale de l'alimentation qu'elle défend et qui permet d'envisager ces enjeux-là de manière plus structurelle. Donc voilà pour le premier axe de prise en
compte de ces enjeux. Le deuxième axe réunit quant à lui deux contributions qui réfléchissent sur comment utiliser le levier de la restauration collective pour intégrer ces enjeux d'alimentation. Alors d'abord autour d'un entretien avec Patrick Offertelli, qui est actuellement directeur du syndicat intercommunal de restauration collective de Saint-Jean-de-Bray, qui est situé dans le Loiret, et qui est ex-directeur de la restauration à la ville de Nantes, et qui est également membre du réseau Agores. Et c'est un entretien croisé également avec Nicolas Horry, qui était DGS au CIRESCO en Ile-de-France, ex-DGA à la ville de Stein, et qui est également membre du comité de programmation des cahiers d'action. Et cet entretien, finalement, on l'évoquera, je pense, directement aussi ce soir, revient finalement sur la multiplicité des enjeux logistiques, territoriaux, éducatifs qui entourent la mise en œuvre d'une démarche de relocalisation de l'approvisionnement alimentaire en restauration collective, qui montre bien qu'il ne suffit pas de dire qu'on veut relocaliser et qu'il y a tout un tas d'enjeux qui se posent. Et en fait, finalement, cet entretien permet de décortiquer ces enjeux. Dans cette partie, on a aussi une contribution de Aurélien Malfette, qui est coordinateur du projet d'entreprise coopérative jeunesse qui s'appelle Métro Locaux, qui est animé au sein du pôle territorial de coopération économique Sud-Aquitaine et qui revient sur une expérience originale et très intéressante de mise en place d'un snack de plage qui est en fait animé par des jeunes et qui articule à la fois des enjeux de développement du pouvoir d'agir, mais également de consolidation des circuits alimentaires locaux. Il y a vraiment une double logique à la fois de développer des pratiques d'engagement et de se connecter aux circuits alimentaires locaux. Et puis enfin, dans une troisième partie, on a réuni trois autres contributions qui évoquent les questions d'alimentation sous l'angle d'un levier de développement territorial avec une approche qui est, on va dire, territorialisée de ces enjeux, mais dont il sera également question ce soir. Avec d'abord un entretien croisé avec Hervé Hazard, qui est animateur au sein d'une association qui s'appelle l'Essence du Goût, et Paul Mazeran, qui est chargé de mission économie alimentaire à Terres-en-Ville et qui anime en fait un réseau national des projets alimentaires territoriaux dont on parlera ce soir. Cette contribution souligne les enjeux qui sont liés justement à l'élaboration et à la mise en œuvre des projets alimentaires territoriaux, à la diversité des différents types de projets qui peuvent émerger à l'échelle des différents territoires et qui met en évidence également les modalités de participation des habitants et des habitants dans ces démarches. Ensuite, vous trouverez également une contribution de Julie Lequin qui est présente ce soir, qui est responsable de la recherche et du développement au sein de la SCOP Salutaire et qui, quant à elle, propose un retour d'expérience sur la mise en œuvre d'ateliers cuisine comme modalité finalement de participation des citoyens au sein d'une démarche de projet alimentaire territorial. Et puis enfin, le numéro s'ouvre sur une contribution de Benjamin Cuillet, Lionel Durand et Noé Guiraud, qui sont tous trois membres de l'association Les Greniers d'Abondance, et qui ont, dans le cadre de cette association, développé un outil qui s'appelle Crater, qui est une application web qui permet de faire de l'aide au diagnostic de territoire en matière alimentaire. En fait, ça aide à faire du diagnostic de systèmes alimentaires dans les territoires. C'est un outil qui est très intéressant à explorer, à utiliser, et dont les citoyens et les citoyennes ont tout intérêt à se saisir. Donc, je rappelle également que le numéro est gratuitement accessible en ligne, à la fois sur le site de l'INJEP au format PDF complet que vous pouvez télécharger, mais également sur la plateforme Kern, qui est une plateforme de revue de recherche et de publication de manière plus générale, qui vous permet d'accéder article par article aux différents numéros, mais de la même façon, vous pouvez y accéder également gratuitement. Alors du coup, là ce soir, on organise, comme on le fait d'ordinaire quand on sort un numéro des cahiers de l'action, on organise une conférence débat dont le but est d'inviter des personnes qui n'ont pas directement contribué à l'écriture des numéros, mais qui peuvent nous aider en fait à mettre en discussion ces différentes contributions et à partager en fait leur lecture du numéro à partir de leurs ancrages, de leurs expériences et des projets dans lesquels ils peuvent être impliqués. Et donc nous recevons ce soir tout d'abord Paul Maillot, qui est président de la Fédération des associations générales étudiantes, qui développe un réseau d'épiceries sociales étudiantes qui s'appelle les Agorae, donc sur lequel il aura l'occasion de revenir.
Nous recevons également Élodie Girardet, qui est juste à ma gauche, qui est conseillère départementale de la Seine-Saint-Denis, déléguée au projet éducatif départemental, et vous êtes également adjointe à l'éducation et à la petite enfance à la ville de Romainville, je crois. Oui. Et puis nous accueillons également Frédérique Denis, qui est également conseillère départementale de la Seine-Saint-Denis, déléguée quant à elle au plan alimentaire territorial. Devait également nous rejoindre ce soir Gilles Tristram, qui est professeur à AgroParisTech et membre du comité de pilotage du projet Territoire en transition agroécologique et alimentaire, projet TETRA, mais qui malheureusement est atteint du Covid et qui ne pourra pas nous rejoindre ce soir, donc je suis chargé de l'excuser. Alors je vais tout de suite laisser la parole à Paul Maillot, qui va nous proposer finalement sa lecture du numéro à partir de l'expérience des Agorae qui ont été mis en place par la FAGE. Ensuite, je laisserai la parole à Frédérique Denis et Élodie Girardet, et puis ensuite on pourra avoir un échange libre. Sentez-vous libre de prendre la parole, de partager vos expériences, de poser des questions et de mettre en discussion le numéro, ce qui est vraiment l'objectif qu'on cherche à obtenir avec cette publication. Voilà. Paul Maillot, je vous laisse. Bonsoir à toutes et à tous. C'est pas trop fort, c'est tout bon. Super. Donc Paul Maillot, président de la FAGE, merci beaucoup à l'INJEP de m'avoir convié du coup sur ce temps, donc je vais peut-être représenter rapidement la FAGE, donc, qui s'est créée en 1989, il y a un petit peu plus de 30 ans maintenant, et qui est une organisation représentative étudiante. C'est toujours un petit peu un amalgame qu'on fait dans notre tissu associatif entre le fait qu'on puisse proposer de la vie étudiante, mais également à des fins syndicales. On y reviendra peut-être un petit peu dans une deuxième partie, mais on a vraiment une ambivalence dans notre modèle, qui compte plus de 2000 associations qui sont regroupées par territoire et par filière. Filière type médecine, sciences sociales, linguistes, etc. Ou par territoire, comme en Lorraine, où on a Fédéor, par exemple, une fédération de territoire qui regroupe plus d'une trentaine d'associations sur le territoire. Et ces deux types de fédérations, du coup, nous administrent de manière mensuelle à la FAGE au sein de Temps démocratique. Donc voilà un petit peu sur le modèle. On a un modèle de démocratie participative et on s'ancre du coup dans différentes thématiques, à la fois l'éducation populaire, donc par la formation via les pairs, qui est très développée du coup dans notre réseau, puisque il faut qu'on puisse proposer des projets de qualité aux étudiantes et aux étudiants, mais également les représenter de la meilleure manière dont nous pouvons, et par ce biais on dispense donc des formations à notre réseau, soit par nous-mêmes, mais parfois également en faisant intervenir des personnalités expertes. On s'ancre également dans le champ de l'économie sociale et solidaire par les Agorae, les épiceries sociales et solidaires, et également d'autres dispositifs d'utilité sociale qui sont souvent très liés aux épiceries sociales, parce qu'on considère souvent l'étudiant, le jeune, dans un parcours d'accompagnement, où il vient nous solliciter sur des dispositifs parfois de logement provisoire, et après voilà, qu'on va accompagner sur de l'aide alimentaire ou autre. Et également, du coup, comme je le disais, une vocation donc, syndicale, forcément, puisqu'on est représentatif donc, au niveau national, dans les conseils nationaux, que ce soit au niveau des œuvres, qui est un lieu également qui nous accueille aujourd'hui, ou au CNESER, donc Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc voilà un petit peu, ça fait plus de 30 ans qu'on a une action du coup, qui s'est énormément diversifiée, puisqu'en 89, quand on s'est créé, honnêtement, c'était pour se retrouver entre associations, récupérer des financements et faire de la vie étudiante. Et quand j'entends vie étudiante, c'est au sens premier du terme, il y a 30 ans, des soirées pas tout le temps très responsables, mais maintenant tout va mieux, on a des grandes chartes, on a tout ce qu'il faut. Mais à l'époque, c'était ça, on se retrouve entre associations étudiantes et on apprécie se voir les uns les autres. Au fil du temps, on s'est développé, on s'est formé, on s'est éclairé sur beaucoup de sujets, et est venu du coup les années 2000-2004, où on a commencé les premières actions du coup de lutte contre la précarité. Pour un petit focus sur les indicateurs de l'époque, on avait un jeune sur 4 quand même qui déjà à l'époque sautait régulièrement des repas, un jeune sur 2 qui devaient se salarier de manière non consentie, du fait de leur situation financière afin de pouvoir poursuivre leurs études, et tout autant qu'ils n'avaient pas non plus d'aide de leur famille. Il fallait qu'on puisse proposer des solutions, et à l'époque, entre 2004 et 2006, on avait créé un partenariat avec le Secours Populaire, où on avait des associatifs qui récoltaient des tickets rue
restaurants universitaires afin de pouvoir aller se restaurer dans les restaurants universitaires, tout simplement. Donc on faisait des collectes qui ensuite étaient soit redistribuées au niveau des CROUS, soit au niveau des antennes locales du secours populaire. Donc ça, c'était vraiment les toutes premières actions qui, par la suite, en 2007, quelques années plus tard, se sont diversifiées. On a commencé des braderies solidaires, on a commencé à faire des conférences également, afin de pouvoir informer sur les droits. On a fait des stands d'information relais, afin de pouvoir reconduire les étudiantes et étudiants vers des travailleuses et travailleurs sociaux. Des mini-magasins également de fournitures scolaires. Voilà, c'était vraiment très divers et varié. On avait déjà identifié que, au final, la précarité était multifactorielle. Elle ne se réduisait pas à uniquement un poste de détente, c'était vraiment une situation très englobante. Et du coup, on a, dès 2009, voilà, je cite les dates, comme ça donne vraiment un petit peu le parcours qu'on a pu faire au sein de notre réseau sur la réflexion qu'on a eue. On s'est entouré d'acteurs, de têtes de réseau au niveau de l'aide alimentaire, afin de pouvoir conceptualiser une offre qui contribuait du coup à l'égalité des chances, donc en améliorant les conditions de vie, puisque c'est voilà, les premières lignes de nos statuts à la FAGE, c'est œuvrer de manière à améliorer les conditions de vie et d'études des jeunes. Ensuite, on devait du coup dans cette solution permettre via celle-ci de dégager du temps aux étudiantes et aux étudiants, donc en réduisant le salariat subi, à la fois pour qu'ils puissent réussir leurs études, donc toujours dans l'impératif d'égalité des chances, mais également de pouvoir avoir des loisirs, forcément, qu'ils n'avaient pas forcément non plus à ce moment-là, et qui, ça aussi c'est une notion qui est très importante, surtout dans le cadre de cet exercice, était une solution qui était en complémentarité avec des services déjà existants. À aucun moment, les Agorae avaient pour objectif de se substituer à quelconque dispositif que ce soit. C'était vraiment pour apporter une solution en complémentarité et en lien avec l'ensemble des acteurs et des actrices territoriaux. Donc, voilà, un petit peu la réflexion, les grands points qu'on s'était donnés. Et au final, l'Agorae, qui devait répondre avec d'autres objectifs que ceux que je viens de donner, notamment le fait de pouvoir proposer donc des produits alimentaires mais également non alimentaires de qualité. Voilà, ça peut paraître assez évident mais il faut le rappeler. Tout en laissant une autonomie particulière du coup aux bénéficiaires qui rentrent dans ce parcours, une autonomie du choix lorsqu'il vient dans l'épicerie. Donc pareil, pour qu'ils puissent avoir une alimentation saine, équilibrée et de qualité, et une similitude avec des magasins déjà existants, pour pas non plus qu'ils ou elles se perdent, et également pour avoir un espace qui soit non stigmatisant. Ça pareil, c'est quelque chose qui nous importe et qui nous importe toujours énormément. Et de là, c'est créer les Agorae. Voilà. Enfin. Donc ça, c'était il y a 11 ans, enfin 10 ans, le 19 octobre 2021. Donc elles se sont créées officiellement le 19 octobre 2011. Et se sont essaimées un petit peu sur l'ensemble du territoire. La première avait été inaugurée à Lyon. C'est toujours un petit peu la guerre entre Lyon et Nice pour savoir quelle est la première Agorae, mais officiellement c'est celle de Lyon. J'enterre cette histoire ici. Et en 2016 notamment, on a eu du coup la chance d'avoir le prix de la Fondation La France s'engage. Donc le prix du public qui a permis par ce label, qui est très reconnu dans le monde de l'économie sociale et solidaire, mais également par les financements qui ont pu nous être alloués à cette occasion, d'essaimer d'autant plus ce projet. Et aujourd'hui, la crise sanitaire également a fait qu'on en a développé et qu'on en a ouvert, mais on compte 34 Agorae cette année. Donc 34-35 bientôt. On en inaugure une autre à Grenoble vendredi prochain. Mais voilà, on est passé de quelques épiceries dans les années 2011 à une vingtaine aux alentours de 2019-2020 à 34 aujourd'hui. Donc on en a eu quasiment une dizaine pendant la crise sanitaire. On pourra peut-être faire un focus crise sanitaire par la suite. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le projet Agorae ? Le projet Agorae, c'est vrai que je n'ai pas forcément appuyé dessus, mais on a effectivement un volet épicerie sociale et solidaire, où on a du coup des bénéficiaires qui viennent sur critères sociaux bénéficier de produits entre 10 et 30% du prix du marché. Donc ça c'est pour tout ce qui est alimentaire. On va également avoir des produits qui sont en libre service, notamment tout ce qui est protection périodique, avec qui on travaille en partenariat avec Dans ma culotte à l'époque, en train de changer. Et voilà, on offre tout un panel donc, de produits, mais ce n'est pas que ça. C'est également un tiers-lieu, un lieu de vie qui favorise la mixité sociale et qui à l'époque avait pour objectif de lutter contre l'isolement. C'est toujours le cas aujourd'hui. Et donc c'est un lieu qui permet d'avoir des activités, notamment
ateliers culinaires, c'était cité tout à l'heure. On en organise souvent en partenariat avec des BTS, économie sociale et familiale, qui ont ça au sein de au sein de leur cursus scolaire. On organise également des ateliers d'insertion professionnelle ou d'accompagnement pour des offres de stage avec des partenaires, toujours, comme la cravate solidaire, qui permet d'avoir du coup de quoi s'habiller pour passer ces entretiens. On travaille également avec nos fédérations thématiques, comme l'ANESTAPS par exemple, l'Association nationale des étudiantes et étudiants en STAPS, qui, quant à elle, va proposer des friperies sportives au sein des Agorae. On travaille également avec le Crous sur un bus pour un campus et plus de 250 départs en voyage, en vacances scolaires qui ont pu être permis à des tarifications extrêmement basses. C'est 40 € toute la semaine, comprise aller-retour, pension et activité du coup sportive. Donc voilà, on a vraiment tout un volet, à la fois épicerie et à la fois mixité sociale, et c'est ça qui fait aujourd'hui la pérennité et la force du projet Agorae. Mais ce n'est pas qu'un projet d'épicerie sociale, c'est également un projet éducatif et un projet politique. Un projet éducatif parce que, comme je le disais tout à l'heure, dans notre structuration au sein de la fédération, on a l'éducation populaire qui vient presque plus haut que tout. Et à cette occasion, on a donc au sein des épiceries des volontaires en service civique, où on est agréé donc, dans leur formation, et on organise 2 journées nationales de l'innovation sociale pour les former, les habiliter, ainsi que leurs tutrices et leurs tuteurs. Et ces volontaires en service civique, comme le veut ce dispositif, se découvrent souvent au sein de nos épiceries et s'engagent par la suite dans notre réseau. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est que des personnes qui, à la base, venaient faire un volontariat de 6-8 mois, conscientisent l'ensemble des problématiques qui touchent aujourd'hui le public estudiantin, et par notre accompagnement, finalement, se trouve une vocation dans un engagement associatif. Et c'est de la formation, donc encore une fois, comme l'Agorae de manière générale, qui est faite par les pairs pour les pairs. Ça aussi, c'est très important, je pense, à souligner. C'est qu'on est vraiment dans une démarche étudiante, entre nous, pas que, parce qu'on a aussi des accompagnements, j'en parlerai juste après, des grands partenaires, par les pairs et pour les pairs. Et enfin, c'est un projet politique, politique et profondément politique, parce que les Agorae, on n'a pas envie d'en ouvrir une de plus. Et malheureusement, elle continue de s'essaimer. Et effectivement, c'est également c'est un outil qu'on utilise, le mot est peut-être un petit peu grossier, mais pour porter nos revendications. Et c'est ça l'ambivalence du modèle qu'on avait, du coup, dont j'ai beaucoup parlé au début de ma prise de parole. C'est qu'effectivement on a des projets du coup de dynamisation de vie de campus, mais quand on fait des rendez-vous du coup auprès de l'exécutif, auprès du gouvernement, auprès des acteurs institutionnels, que ce soit les gouvernances des universités comme des CROUS, comme les ministères d'enseignement supérieur, etc., on leur dit, mais en fait aujourd'hui, pendant la crise sanitaire par exemple, on a eu plus de bénéficiaires que depuis la création des Agorae en 2011. Et quand on effectivement fait état des lieux et qu'on s'inscrit également en tant qu'acteur de proximité au sein des campus, forcément, ça a une plus-value dans le plaidoyer politique. Donc, les Agorae sont un projet profondément politique. Ça, on ne le cite pas non plus tout le temps, mais encore une fois, comme tout ce que j'ai dit, je pense que c'est encore une fois assez important de le souligner. Et comment est-ce que ça fonctionne, les Agorae? Je terminerai peut-être là-dessus avant de laisser la parole. Du coup, c'est développé après un diagnostic territorial. On ne fait pas une Agorae pour faire une Agorae, on identifie déjà des besoins qu'il y a sur les territoires, comme pour tout projet d'utilité sociale. On maille un tissu associatif, s'il n'est pas déjà existant, puisque effectivement, comme c'est par les pairs et pour les pairs, ça demande beaucoup de ressources humaines dans la gestion quotidienne, que ce soit sur le fait d'approvisionner, comme le fait de tenir les permanences, comme le fait de traiter les cas également et les dossiers des bénéficiaires qui viennent nous voir. C'est assez considérable et c'est bénévole également. Donc effectivement, il faut qu'on puisse avoir un maillage associatif qui soit assez fort sur le territoire. Et avec ça, on les accompagne du coup directement au niveau national avec une équipe salariée, parce que la FAGE c'est aujourd'hui 20 bénévoles élus au niveau du bureau national, mais également 9 salariés, donc 4 chargés de projet qui, 4 quant à eux, se répartissent la France du coup en 4 et accompagnent les fédérations afin de pouvoir monter ces épiceries. On a certains partenariats nationaux, comme du coup je l'ai cité, la France s'engage. On a l'ANDES également, l'Association nationale des épiceries solidaires. On a le Crédit coopératif, on a l'Agence du don nature, l'Agence du service civique. On a quelques partenariats assez forts au niveau national, mais surtout des partenariats locaux, territoriaux. On ne travaille jamais seul. Que ce soit avec les banques alimentaires de Secours Pop, mais également le Crous, puisque du coup les bénéficiaires quand ils viennent, ils font l'objet d'un accompagnement social avec les travailleuses et travailleurs sociaux du Crous,
de l'université également parfois. On travaille également avec les réseaux AMAP, les collectivités territoriales en fonction des spécificités locales. Donc voilà, c'est vraiment en cohérence une offre sur un territoire et qui se fait avec différents services, tout simplement. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres pans sur lesquels on voulait aller, mais on peut essayer de déblayer un petit peu de manière... Non, merci beaucoup Paul. De toute façon, on pourra revenir éventuellement sur d'autres enjeux que ça pose finalement le fait de développer des agorae après dans la discussion et dans le débat. Mais sans plus attendre, je vais donner la parole à Frédéric Denis et Elodie Girardet. Alors ce qui est intéressant en ayant finalement deux conseillères déléguées du conseil départemental, l'une au projet alimentaire territorial, l'autre au projet éducatif départemental, c'est non seulement de voir d'une certaine mesure comment s'intègrent finalement les enjeux d'alimentation dans une perspective et dans une démarche éducative, mais aussi d'essayer de comprendre ce que c'est pour un conseil départemental de se saisir de ces enjeux d'alimentation, notamment autour d'un PAT. Et ça fait directement écho aux différentes contributions qu'il peut y avoir dans le numéro, qui évoquent en particulier la diversité qu'il peut y avoir en termes de projets alimentaires territoriaux qui se sont institutionnalisés au niveau de la loi, mais qui donnent lieu à différents types d'approches. Et c'est intéressant du coup d'avoir une illustration de comment se structure un projet alimentaire territorial, quels sont ses enjeux à l'échelle d'un département comme celui de la Seine-Saint-Denis, et comment ça s'articule à des enjeux à la fois éducatifs, mais aussi de transition sociale, écologique et citoyenne. Je vous laisse la parole. Oui, donc effectivement, on n'attend pas forcément la Seine-Saint-Denis, qui est un département très urbanisé, très dense, sur la question du plan alimentaire territorial. Donc c'est effectivement un plan. Alors la Seine-Saint-Denis, le département, le conseil départemental, donc a obtenu ce label, plan alimentaire territorial, sur la base de la poursuite de 5 objectifs principaux. Le premier, c'est la transformation de la restauration collective. Donc la restauration collective et notamment la restauration dans les collèges, c'est un gros enjeu pour un département, c'est une de ses principales compétences tout d'abord. Ensuite, en Seine-Saint-Denis, c'est plus de 30 000 repas par jour que nous servons. C'est souvent le seul repas que font les collégiens. Donc il est absolument essentiel que ce soit un repas de qualité. Et on l'a vu pendant la période du Covid d'ailleurs, on avait arrêté, les collèges étaient fermés, on avait arrêté les cuisines et il a fallu les remettre en route, puisque sans le fonctionnement de ces cuisines des collèges, eh bien nos jeunes finalement ne mangeaient pas. Donc il y a là un très gros enjeu de restauration, enfin d'alimentation tout simplement, pour les adolescents, les jeunes des quartiers populaires, globalement. Sachant qu'en Seine-Saint-Denis, effectivement, les quartiers populaires sont nombreux et on peut dire les jeunes de nos villes, effectivement. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est bien sûr un enjeu de foncier. Nous savons bien que ce n'est pas avec le foncier qui nous reste, on a grosso modo 250 hectares de terres agricoles, que nous pourrons nourrir, que nous pourrons produire pour nourrir en autosuffisance. Donc ça, nous le savons bien, mais il est important de garder une production sur place parce que c'est un enjeu culturel, c'est un enjeu justement pour la sensibilisation, pour la promotion du bien manger, et pas seulement en termes pédagogiques. Il faut véritablement pouvoir conserver dans le département des boucles alimentaires
de la production à la consommation, en passant par la transformation, par la gestion des déchets, par la réhabilitation des sols, enfin, il y a tout ce parcours qui reconnecte. Enfin, c'est un enjeu de transition écologique, c'est un enjeu d'éducation populaire, et donc c'est important pour nous de conserver cette dimension-là dans ce département, si urbanisé, si dense soit-il, et si soumis soit-il à la pression immobilière qu'on imagine bien à la suite par exemple, de la construction des gares du Grand Paris Express, par exemple. Voilà, donc il n'y a pas que la Seine-Saint-Denis, il y a d'autres départements plus agricoles, d'autres territoires plus agricoles qui y sont également soumis, mais en Seine-Saint-Denis aussi, le triangle de Gonesse qui borde effectivement le département, mais pas seulement. Les jardins d'Aubervilliers, etc. Enfin, il y a beaucoup d'autres sites qui sont impactés. Donc c'est important pour nous de pouvoir conserver du foncier et même de pouvoir, si je puis dire, inverser la tendance, c'est-à-dire de pouvoir reconvertir des terres qui sont pour l'instant des zones qui pour l'instant sont des délaissées, les délaissés du RER existant, par exemple, délaissés de tramway, etc., ou des zones qui sont d'anciennes friches industrielles, promises effectivement il fut un temps en attente en tout cas de construction immobilière. Donc c'est important pour nous de pouvoir les reconvertir en terrain agricole. Et c'est ce que certains acteurs associatifs commencent à faire, enfin parviennent à faire. Moi je pense par exemple, j'étais le week-end dernier sur le site de la Sauge à Aubervilliers, où là, dans un quartier qui est en pleine rénovation urbaine, en fait, il y a un espace qui a pu être protégé et qui devient un tiers-lieu, effectivement, consacré à l'alimentation, qui produit un peu, mais qui surtout permet de mettre en contact la population du quartier, principalement, avec des producteurs locaux au sens large, enfin, du département, des apiculteurs, donc des producteurs d'aromates, etc. Donc ça, c'est le deuxième enjeu. Le troisième enjeu, c'est, je dirais, la sensibilisation aux enjeux de nutrition à travers toute une série d'activités, des ateliers culinaires. C'est en lien effectivement avec tous les acteurs du pôle social. Donc c'est la lutte contre l'obésité, c'est le développement, oui, effectivement, de toute une série d'actions de promotion de la santé par l'alimentation. Quatrième enjeu, ça n'est pas le moindre, c'est même un de nos objectifs, je dirais, les plus immédiats, c'est rendre accessible l'alimentation de qualité à toutes et tous. En d'autres termes, c'est cette fois-ci rapprocher les producteurs des acteurs de l'aide alimentaire. Des acteurs, donc producteurs locaux d'un côté, la ferme du Saucé par exemple, et de l'autre les associations qui luttent effectivement contre la précarité alimentaire. Donc ça touche effectivement aussi l'approvisionnement des épiceries solidaires. C'est un travail véritablement de mise en réseau, de rapprochement quelquefois même physique en quelque sorte des acteurs de l'aide alimentaire et des producteurs locaux, voire de ceux qui transforment effectivement les produits locaux. Et puis enfin, dernier de nos 5 axes, c'est le développement de l'insertion et de la formation, justement via la création de boucles alimentaires. Je prendrai un exemple. On a sur le territoire un lycée agricole qui va s'installer à Sevran. Et donc c'est pouvoir construire autour de l'installation, pouvoir profiter de cette opportunité en quelque sorte pour à la fois retrouver des espaces de production alimentaire autour du lycée agricole, puisque Sevran c'est une ville à la fois très dense, très populaire, très urbanisée, mais qui a aussi
beaucoup de fonciers, voire de friches, voire aussi beaucoup de quartiers qui vont être en rénovation urbaine, donc avec la possibilité de récupérer effectivement des espaces pour la production alimentaire, pouvoir installer un transformateur, une association qui s'occupe de transformation alimentaire, pouvoir donc travailler aussi sur tout ce que je disais tout à l'heure, les sols, etc., pouvoir réinstaller toute la boucle, donc de la production à la consommation et ensuite à l'éducation, aux enjeux de nutrition et au respect tout simplement de la qualité des sols, de la qualité de l'eau, il y a aussi tous ces enjeux-là qui sont derrière. Voilà, donc ce sont des enjeux importants pour nous et on voit bien que du coup c'est un PAT très spécifique, effectivement, qui n'est pas directement axé sur la production, bien que cet enjeu de la production alimentaire soit toujours là, mais qui bien sûr, j'allais dire, met le paquet sur l'aide alimentaire et la lutte contre les déserts alimentaires. On est parti d'un diagnostic, hein, on a des déserts alimentaires en Seine-Saint-Denis, on a eu quasiment des émeutes de la faim pendant la période du Covid. Donc c'est effectivement un plan alimentaire qui va mettre le paquet là-dessus, mais en même temps dans une logique aussi de développement du territoire qui soit une logique de transition effectivement écologique et vers aussi une meilleure qualité tout simplement d'existence au cœur de nos villes. Alors si je veux revenir plus directement au cahier, je dirais que on est effectivement, le PAT est particulièrement concerné. Enfin, ça résonne, ça entre particulièrement en résonance avec la première partie de la revue, puisque donc il s'agit bien de mettre en place, là encore une fois, une politique départementale à travers le PAT, bien sûr, de mettre en place une politique départementale d'aide alimentaire. En Seine-Saint-Denis, on a un foisonnement de projets associatifs. On a des tiers-lieux, je disais, analogues à ceux décrits par Pauline Scherrer. Je parlais tout à l'heure de la Sauge. On a Zone Sensible, bon, il y en a d'autres. Il y a la cité maraîchère aussi, d'une autre manière, la cité maraîchère de Romainville. Et donc le département, à ce moment-là, a véritablement un rôle d'ensemblier, c'est-à-dire qu'il a un rôle qui consiste effectivement à mettre en relation tous ces acteurs pour qu'ils puissent travailler ensemble. Je disais tout à l'heure aussi, et on va chercher effectivement à créer sur le territoire, sur l'ensemble du département, des démonstrateurs locaux, donc qui mettent en relation et les services municipaux, par exemple. Je pense encore à la ville de Sevran, par exemple. Donc des services municipaux, services d'urbanisme, justement pour que on revoie un petit peu les projets d'urbanisme de la ville, que même si on conserve, bien sûr, il y aura toujours, on a besoin d'immobilier aussi, on a besoin de logements, tout simplement en Seine-Saint-Denis. Donc même si on construit des logements, qu'on puisse les construire, par exemple, de telle manière qu'ils ne rompent pas véritablement les continuités écologiques à partir des terrains existants, qu'ils se retournent aussi, que la ville se tourne vers ce lycée agricole qu'elle va accueillir, etc. Donc il y a vraiment une question d'aménagement, une question d'urbanisation, une question d'urbanisme. Il y a des questions de mobilité. C'est-à-dire qu'effectivement, ça demande à ce qu'on revoie les mobilités, ça demande à ce que... Donc c'est vraiment une vision, quand on parle de démonstrateur local, non seulement c'est toute la boucle alimentaire, mais c'est aussi dans une perspective qui est vraiment très, très systémique, en fait, et qui met... et on cherche à mettre côte à côte. On a déjà eu des réunions comme ça avec tous les acteurs, mettre côte à côte tous les porteurs des différentes dimensions de ce projet. Donc, nous avons aussi, à côté de ces projets, la conviction qu'effectivement, il faut absolument qu'on sorte
du côté urgence de l'aide alimentaire et que l'on mette en place effectivement des dispositifs pérennes qui rendent véritablement le département résilient face aux crises qui vont venir. Enfin, bien sûr, il s'agit, et ça je pense que j'allais dire ça va presque de soi, pour nous il s'agit bien sûr de sortir du prisme, quand on parle aide alimentaire, il s'agit bien sûr de sortir du prisme de l'aide alimentaire comme rebut de la grande distribution, hein, voilà, pour le dire très vite, et d'apporter effectivement une aide alimentaire de qualité, qui soit une aide, donc, qui soit des produits de saison, qui soient des produits bio et effectivement en circuit court. Donc pour nous, c'est vraiment un changement d'échelle aussi. Le défi, ça va être le changement d'échelle. Passer de l'initiative de telle ou telle association sur le territoire à de grands ensembles, en quelque sorte, où tous les acteurs associatifs entrent en lien les uns avec les autres sur un périmètre géographique donné, bon, dans le cadre de ces démonstrateurs, puis on espère pouvoir essaimer et faire au moins tache d'huile progressivement. Voilà. Alors on est bien sûr tout ça, on ne va pas pouvoir le faire seul, hein, on va le faire aussi avec les territoires qui se sont engagés dans cette démarche aussi de plan alimentaire territorial et qui nous suivent. On va mettre en place des groupes de travail. Chaque groupe de travail sera piloté. Alors, quand je dis des groupes de travail, c'est des groupes de travail opérationnels, ce n'est pas des groupes de réflexion, parce que la réflexion, on l'a déjà eu en amont en quelque sorte. Donc pour pouvoir véritablement dégager des actions très concrètes, les mettre en place avec donc à la tête de chaque groupe de travail un pilotage, soit par un territoire, soit par un acteur associatif important dans la dimension sur laquelle travaille le groupe. Voilà. Enfin, ça questionne, c'est juste, je terminerai là, ça questionne la démocratie participative. Le département s'est doté d'un budget participatif. On en avait le projet depuis très longtemps, et puis avec la crise du Covid, la crise sanitaire, le projet n'a pas pu être mené donc, sous l'ancienne mandature, et donc on vient de le lancer. Et on espère bien que les porteurs, en tout cas on travaille en ce sens, que les porteurs de projets citoyens s'emparent du PUPA en lien précisément avec l'alimentation durable. Et je précise que par ailleurs, on a aussi un gros appel à projet qui s'appelle l'Agir in Seine-Saint-Denis, qui permet aussi d'accompagner financièrement sur des sommes relativement importantes les porteurs de projets associatifs. Donc, j'ai dit tout à l'heure, donc ce plan alimentaire, on pourra le mettre en place avec la participation de toutes et tous, et j'espère bien que d'ailleurs on pourra le faire avec les Agoraï. Je prends la suite. Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Élodie Girardet, je suis aussi élue au conseil départemental de Seine-Saint-Denis, dans le même groupe écologique que le pôle écologiste de Seine-Saint-Denis avec Frédéric. Moi, je suis pas élue élevée, je suis jeune en politique, on va dire, puisque j'ai été élue à la mairie de Romainville aux dernières élections en 2020, et puis élue au conseil départemental en 2021, et j'arrive avec toute la conviction qu'on a portée pour la ville de Romainville, qui était une liste écologiste citoyenne, qui a gagné, qui est une liste après qui s'est transformée, enfin on est une majorité citoyen, et de gauche, hein, quand même, il faut se le dire. Et on arrive avec cette fougue, et là moi j'arrive au département avec le projet éducatif, qui est quand même quelque chose qui est déjà assez avancé, puisque ça fait 10 ans que le département a un projet éducatif. Et il touche, nous on a 130 collèges publics, on a un budget qui est de plus d'1 million maintenant, c'est tout ce qui est mis en place. On vient de voter le 3e projet éducatif, là, le nouveau, au mois de novembre, qui couvre les années 2022 à 2027, et avec des axes qui vont être beaucoup plus développés,
en fonction aussi de nos sensibilités et de l'urgence climatique, on va dire. Donc le premier axe, c'est la transition écologique. C'est dans cet axe-là que va beaucoup intervenir les actions en faveur d'un développement des sensibilités autour de l'alimentation, par exemple, pour les adolescents. On a aussi l'axe amélioration de la santé des collégiens et collégiennes. On a parlé du taux, par exemple, d'obésité qui est bien plus importante, qui est doublé en Seine-Saint-Denis par rapport aux autres départements. On passe à 30% d'élèves concernés plutôt que 16 dans les autres. Donc c'est une vraie problématique. Avec le Covid, ça ne s'améliore pas. Et je fais le lien du coup avec un axe qui est très fort aussi, qui est développement des pratiques sportives en lien avec l'arrivée des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024 et le développement d'une pratique sportive pour des adolescents après une période Covid. Pareil, là on a une grosse reprise à faire. On a un axe qui est très important et qui est souvent le plus connu, qui est l'amélioration de la qualité de vie des collégiens. On a le climat scolaire, on a les séjours scolaires avec une grosse offre de la Fondation BNP. Et on a enfin le dernier qui est la promotion de l'émancipation des collégiennes et collégiens avec toutes les actions culturelles et dans lesquelles on peut aussi rajouter les séjours puisque c'est aussi l'émancipation des collégiennes et collégiens que de partir et de s'émanciper. Sur l'aspect transformation, en tout cas transition écologique et en lien avec le PAT de Frédéric, on est sur 130 collèges. On n'a pas tous les collèges qui ont des cuisines de production, malheureusement. On a aussi, c'est vrai que tu n'en as pas parlé, mais ça ne fait pas partie de mon PED, mais on a aussi, et c'est assez inédit, parce qu'on est le dernier département à en avoir, des crèches départementales. Donc on a un lien aussi fort avec l'alimentation dès le tout jeune âge au niveau départemental. Et on a, nous, sur l'axe transformation de la restauration collective, qui fait partie de l'axe alimentaire et éducatif, 130 collèges. Donc on a un gros, comme le disait Frédéric, on est à, je crois, 38 000, 39 000 repas jour. Donc on a une grosse mobilisation et je pense qu'on a une marge de manœuvre importante aussi parce qu'il y a une grosse différence entre les collèges dits favorisés, les collèges REP plus dans la proportion de jeunes qui déjeunent et avec des tarifs pourtant très avantageux. Donc je pense qu'on a une vraie marge aussi là-dessus pour sensibiliser les familles à faire déjeuner les enfants au collège. C'est comme le disait Frédéric, le seul repas de la journée pour beaucoup, enfin le seul repas proposé, équilibré, chaud, par exemple, parce que les élèves vont peut-être s'alimenter, mais pas forcément se nourrir de façon équilibrée et en termes de qualité, de respect de la santé, du goût. Voilà. Donc là, on lance au département une assistance à maîtrise d'ouvrage pour un accompagnement dans la transformation profonde de la restauration collective. Et le but, dans nos promesses de campagne, c'est un maximum de cuisine bio, locale et de saison. 100% à la fin du mandat. Voilà, c'est un grand enjeu. C'est un grand enjeu au niveau des marchés publics. On en parlait beaucoup aussi dans la revue, dans les cahiers. Comment on permet à un tissu local de producteurs d'avoir accès à la commande publique, puisque c'est pas les règles juridiques pour l'instant sont complexes. Donc on parlait justement d'une plateforme d'achat, c'est l'idée en développement. L'idée de sortir du tout plastique, puisque là on est sur des barquettes plastiques qui sont réchauffées, aussi bien pour les collégiens que pour, je vous en parlerai un petit peu aussi, l'expérience qu'on mène sur Romainville au niveau alimentaire. Et puis on est aussi sur l'aspect logistique, puisque la restauration collective et l'aide alimentaire, il faut pouvoir l'amener, comment on l'amène, avec quel moyen écologique pour ne pas surpolluer en amenant des énormes camions pour la logique du dernier kilomètre. Voilà. Donc là, on a pas mal de questionnements qui touchent aussi bien la conception d'un nouveau collège que l'ouverture de nos collèges. Après, je vous parlerai un petit peu des axes spécifiques PED. Donc là, il y a déjà pas mal d'expériences. Et on parlait de la logique de transformation de la restauration collective au niveau départemental. Moi, j'ai une expérience plus petite, mais qui est notre expérience au niveau Romainville. Notre maire vient d'une entreprise d'insertion
qui s'appelle Baluchon et qu'il a abandonné en devenant maire de Romainville. Et dans notre promesse de campagne, on avait, c'est un petit peu particulier, on voulait réouvrir, hein, puisqu'on a un syndicat qui est le CIRESCO, qui fournit tous les repas à nos jeunes bambins de maternelle, élémentaire et nos retraités. Et on n'est pas très satisfait de la qualité de ce qui est proposé. Et donc on lance l'expérimentation de remettre une cuisine 100% locale, bio de saison, dans une de nos écoles situées en quartier politique de la ville. Donc là, ça va ouvrir en octobre à peu près, parce que là on a eu des retards avec le Covid dans l'installation de la cuisine. On a fait appel à un collectif qui s'appelle Les Pieds dans le Plat pour nous accompagner, qui a fait toute la recherche avec nous des lieux potentiels privilégiés, et puis de la recherche. Là on est en train de former les personnels, j'en reparlerai aussi, c'est très important dans la formation, aussi bien du niveau départemental que pour nous à notre échelle locale de cette expérimentation, mais de former les professionnels. Là on a au niveau de Romainville la formation qui vient de se faire, et au niveau du département on a lancé le 6 avril l'école populaire du savoir-faire. C'est 1400 agents quand même dans les cantines, hein. Donc on a dans les cantines du département, donc on a une belle oui, un beau défi, et surtout former déjà les gestes d'apprendre à cuisiner, puisqu'on ne recrute pas forcément des cuisiniers dans les cantines, puisqu'il y a beaucoup de cantines qui sont des offices de réchauffage. Quand on a un office de réchauffage, on prend des boîtes et puis on les met dans une étuve, et puis après on ouvre les boîtes et on les met dans des... Voilà, donc on ne cuisine pas. On est, nous, au niveau municipal, c'est un technicien d'office de liaison froide. Même le titre est horrible, on appelle ça les tolls. Enfin, tout est résumé là-dedans. Donc là, l'idée, c'est quand même apprendre le geste de cuisiner, utiliser beaucoup de produits bruts, en tout cas le plus possible, et puis lancer après des échanges de recettes, des échanges d'expérimentation, et avoir développé vraiment dans les chefs de cuisine et avec les cuisines centrales aussi, une amélioration de ce qui est proposé. Je reviens juste à Romainville. Donc là, nous, on forme nos jeunes et nos cuisiniers, et on a, ça y est, lancé nos marchés publics. Ça a été très complexe aussi d'avoir des marchés publics 100% locaux, bio, sur place. Et voilà, on est assez fiers de ça, puisque c'est la seule ville urbain comme nous, hein. Après, il y a des villes plus comme Sartou qui avait lancé, qui ont une grosse offre eux de production autour de chez eux. Nous, on n'a pas de production, sauf, comme le disait Frédéric, on s'inscrit aussi avec une cité maraîchère dans le développement. C'est l'ancienne municipalité qui avait créé une serre en hauteur. Pareil, on est dans quelque chose de particulier, et on a voulu en faire, on ne peut pas produire énormément de légumes dedans, mais l'idée c'était quand même d'en faire un lieu d'insertion autour des produits, des métiers de la production, et puis surtout un lieu d'éducation à l'alimentation. Donc quasiment tous les collégiens, les écoles primaires, les maternelles vont suivre des ateliers. C'est un lieu où on a de la vente de produits, où on a on a la chance d'avoir une ville qui est extrêmement mixte, avec beaucoup de quartiers. Dans tous nos quartiers, on a des familles en très grande difficulté et des cadres sup, on va dire, puisqu'on a une distribution paradoxale de la ville, avec des quartiers QPV partout et des quartiers pavillonnaires partout. Et c'est un très bel exemple de mixité. L'alimentation, on l'a remarqué, en tout cas aussi bien au niveau des collèges, quand on lance des activités culinaires en collège, que ce soit sur le temps scolaire ou le hors temps scolaire, ou là par exemple à la cité maraîchère, beaucoup de samedis où il y a des ateliers, on a des gens de tous les niveaux qui viennent aussi bien pour apprendre à cuisiner, parce que c'est moins cher de cuisiner végétal par exemple que de mettre plus de produits carnés dans son alimentation, que des gens qui veulent passer à une alimentation beaucoup plus élaborée. Il n'y a pas de... Là, on retrouve les familles aussi bien beaucoup plus avancées dans l'éducation alimentaire qu'à un niveau de vouloir juste, des fois, dans un premier temps, faire des économies. Je reviens au lien avec l'éducation. Nous, dans le cadre du PED, on a à cœur de vouloir développer des nouvelles actions. Et on a une action qui va démarrer l'année prochaine, qui est par exemple d'implanter des AMAP au sein des collèges. Donc là, on va lancer dans quelques collèges... Moi, on souhaiterait, en tout cas politiquement, que ce soit dans des collèges qui aient un office de cuisine sur place, puisque
avoir un panier d'AMAP, c'est pas une évidence. Enfin, on l'a tous eu un jour, on ne sait pas quoi faire avec tout ça, on ne connaît pas les légumes et on ne sait pas comment les transformer, donc on ne va pas rajouter du gaspillage alimentaire en distribuant ces paniers. Donc ça veut dire éducation au goût pour les enfants sur le temps scolaire, sur les adolescents et enfants, et avec les familles le soir et le week-end. Il y a un autre projet aussi qui vient en résonance, qui est un projet de cours jardinés dans les espaces. On a des collèges qui ont des très grands espaces verts. On a fait un appel à des associations, si elles voulaient venir en dehors du temps scolaire, animer. Faut qu'il y ait un lien, il y avait dans le cahier des charges, il fallait qu'elles viennent travailler avec des élèves de collège et avec les parents et les associations de quartier sur les week-ends. Et là, on a des très belles réalisations. Il y a l'asso justement qui va venir. On a des assos qui vont plus modestes, qui vont venir jardiner et cuisiner derrière les produits animés, une vie en dehors du collège. Parce que pour nous, venir cuisiner au collège, c'est pas comme venir chercher le bulletin du 3e trimestre. Les familles, elles viennent plus au collège quand on vient pour se faire dire que son enfant ne travaille pas. Là, c'est aussi se dire, on ramène des familles les plus éloignées des établissements scolaires pour parler de choses agréables et vivre et connaître aussi bien les personnels du collège que des associations locales dans un autre contexte. C'est une urgence de toute façon, c'est une urgence de pouvoir mieux manger, c'est une urgence de santé, on l'a dit tout à l'heure au niveau du nombre de jeunes, presque 30%, un tiers de nos jeunes touchés par l'obésité, c'est grave et donc c'est forcément à prendre en priorité. Je peux encore continuer, mais ça va peut-être ouvrir la discussion. Il y a déjà eu beaucoup d'éléments qui croisent un peu avec les contributions du numéro, mais peut-être que d'ores et déjà on peut commencer à mettre tous ces éléments en discussion avec vous. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des partages d'expériences à nous faire aussi, c'est intéressant parce que ça vient aussi contribuer à l'approche qui peut être développée dans le numéro. Donc voilà, nous avons un temps pour échanger ensemble. Il y a un micro qui va circuler. Alors, je reprends la parole, Augustin, directeur de l'INJEP, pour ouvrir le bal des questions. Moi, j'avais une question peut-être transversale pour tous les trois, et puis pour Jordan aussi d'ailleurs dans l'ouvrage, sur les repas végétariens. Parce que j'imagine que c'est une problématique pour vous toutes et tous. On le sait, il y a beaucoup d'injonctions, notamment d'associations environnementales, à aller vers plus de repas végétariens, et moi qui allais dans ce sens-là. Et je me demandais si ça pouvait poser problèmes sociaux, notamment. En Seine-Saint-Denis, on le voit, il y a des enfants pour qui c'est le seul repas de la journée. Alors, sur le plan nutritionnel, c'est pas un problème, mais en revanche, sur le plan de ce que les familles, les jeunes eux-mêmes en perçoivent, est-ce que voilà, ça pose des questions? Est-ce que ça pose des questions pour les étudiants de la même manière? Est-ce que vous essayez de développer ça dans les agorailles? Merci. On fait un premier tour de réaction et puis après on laissera. Alors, c'est une vraie demande, en fait. C'est une vraie demande. Au moment où on a élaboré notre diagnostic, toutes on va dire, on a un département qui est composé de 4 territoires. On va dire que la demande est remontée très, très fortement exprimée de la part de 3 territoires sur ces 4 territoires. Les 3 territoires d'ailleurs les plus urbanisés, effectivement. Donc c'est une très forte demande. C'est aussi une demande qui remonte des villes, qu'on les aide à mettre en place ce type de... qu'on conventionne avec elles de toute façon pour faciliter la mise en place, non pas d'un repas végétarien, mais de au moins 2 repas végétariens par semaine. C'est une très très forte demande
qui émane aussi de la population. Et c'est vraiment, je dirais par beaucoup d'acteurs institutionnels, c'est vraiment ressenti comme une façon d'apaiser aussi la question de l'alimentation. Tout à l'heure, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé effectivement, c'est que dans notre plan alimentaire territorial, on a parlé de sensibilisation, la nutrition, etc. On veut vraiment prendre en compte les pratiques culturelles de notre population dans toutes leurs dimensions. Voilà. Il y a des usages, il y a des pratiques et comment dire, la sensibilisation au bien manger ne peut pas passer par un modèle unique, voilà, qui est très, très occidental, très, très européen. Enfin, donc oui, c'est important effectivement de pouvoir mettre en place ce repas végétarien, d'autant que de fait, très concrètement, souvent aussi, il arrive qu'ils se cuisinent avec des légumes qui peuvent être d'autres, des légumes que nous, on va dire, nous découvrons, mais qui sont au contraire très courants dans d'autres cuisines. Alors, je vais tenter de répondre du coup à cette question. Alors, c'est un peu l'occasion du coup effectivement pour parler des deux actions à la fois politiques et du coup au sein des épiceries, parce qu'on a une demande qui, par contre, si on m'avait posé la question, je pense 3 ans avant, aurait pas été la même. Ça avait vraiment émergé là ces dernières années, la question du coup des nouveaux régimes et notamment végétariens, et notamment pour répondre à des impératifs inhérents à la transition écologique, où on a un public estudiantin qui va plutôt se diriger vers des régimes alimentaires différents de ce qu'ils avaient eu l'habitude dans les usages du coup familiaux ou via leur père, mais pour un impératif de transition écologique. Enfin, voilà. Et du coup, effectivement, au sein de nos épiceries, on va travailler à proposer des produits pour eux leur permettre de faire eux-mêmes effectivement du coup des repas végétariens. Mais ce qui n'est pas non plus évident, parce que quand on découvre et quand on change de régime alimentaire, il faut aussi qu'on puisse être accompagné, c'est là où on pêche un petit peu. Mais en revanche, c'est effectivement ce qu'on porte dans le cadre de la restauration collective au sein du réseau des Havres, où on a du coup porté récemment une question d'urgence climatique au sein de ce réseau, pour tendre à aller un peu plus vite sur cette loi Egalim. Effectivement, donc, qui prévoit des circuits courts, bio, 20% d'alimentation sur du local, sauf que, tout ce qui est emballage plastique notamment, sauf qu'il fallait aller plus loin. Et effectivement, le plus loin aujourd'hui se formalise sur une journée banalisée en général sur quasiment tous les crous aujourd'hui en France, le lundi vert, voilà, végétarien. C'est souvent ce qu'on retrouve et c'est effectivement ce qu'on a porté, et c'est une demande du public estudiantin. Mais après, il y a des difficultés dans la mise en place au final de s'atteler vraiment à transiter vers un régime végétarien qui soit sain et équilibré, parce que c'est pas évident de se passer du coup de viande quand on n'en a pas l'habitude, notamment sur la question encore une fois de l'équilibre. Il faut qu'on puisse être accompagné sur proposer et avoir une offre qui soit saine et équilibrée. Alors moi je vais juste prendre les paroles de parents ou de jeunes quand nous, le CIRESCO nous fournit des repas végétariens. Et il y a toujours une alternative à la viande, que ce soit pour des jeunes végétariens, il y en a peu, ou des jeunes de confession religieuse qui ne mangent pas de viande. Et en général, nous, les enfants viennent, parce qu'on a fait une grande enquête dans notre ville, et ils nous disent « mais c'est pas possible, il restait plus que des légumes, en fait. » Parce que l'alternative végétarienne qui est proposée, c'est un plat de lentilles liquides, par exemple, qui fait déjà pas du tout envie et qui, pour eux, c'est pas un plat complet en fait. Donc on a les parents qui se plaignent en disant mais c'est quoi, il reste jamais rien à la fin du service. Et les cuisiniers là, Jean-Marc Mouillac qui nous accompagne dans la transformation de la cantine et qui nous apprend à cuisiner, ils ont passé 100% du département de la Dordogne en bio dans les cantines du collège. Bon, il y a beaucoup moins de collèges en Dordogne que nous. Mais quand même, ils ont réussi à avoir
la formation de tous les cuisiniers. Et cuisiner du végétarien pour que les enfants et les collégiens le mangent, c'est un autre défi. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit... il nous expliquait dans un premier temps, il faut que ça ait un petit peu la forme de quelque chose qu'ils connaissent, et après on peut passer à quelque chose, sauf bon, pour les enfants qui connaissent, de faire un dalle de lentilles, ça leur parle, mais pour beaucoup d'autres, ça leur parle pas. Et donc au début, il nous disait, on commence par un aspect de steak, et puis après on évolue, et il y a un travail sur les goûts et de découverte des goûts qui prend des semaines, des trimestres entiers avant que ces nouveautés rentrent dans les mœurs, dans les habitudes, et que ce soit rassasiant, bon, et l'idée de cuisiner aussi sur place par rapport à une cuisine, une grosse cuisine centrale, que ce soit au niveau départemental ou au niveau comme le Cieresco, quand on ne peut pas facilement faire quelque chose qui va avoir un rendu très beau et très bon et qui sente bon. C'est-à-dire quand on réchauffe en barquette plastique, ça ne sent pas forcément très bon. Que quand on fait cuire des petits pains faits maison, comme ce qu'ils font là maintenant dans les expérimentations, ils peuvent faire une pizza de A à Z, de la pâte jusqu'à le fromage râpé, en passant par ce qu'ils vont mettre dessus en mode veggie. Ça n'a rien à voir. L'odeur qui va être appétissante, on a la chance dans les collèges déjà qui ont une cuisine et qui expérimentent des recettes végétariennes avec les élèves, d'avoir, ça s'inscrit nous dans le cadre, là, il y avait la journée de la Terre l'autre fois dans un collège, les élèves ont participé aux ateliers cuisine. Les élèves de SECPA aussi, qui sont des élèves qui ont des enseignements professionnels adaptés dès la 4e et la 3e, ils ont leur cuisine d'application et ils commencent à cuisiner veggie, et pour donner envie aux élèves de cuisiner ça, et aux familles, voilà. Donc c'est un très gros accompagnement pour que ça passe, que ce soit bon, que ce soit mangé, que ce soit pas, parce que en tout cas nous, dans ce qui nous concerne, c'est ce qui reste à la fin en fait, qui est jeté. Le repas végétarien, la viande a beaucoup plus de succès encore, même si elle n'est pas très bonne et pas de très grande qualité, elle a toujours du succès. Et ça, juste pour réagir avant de laisser la parole dans un tour de questions, c'est évoqué directement dans le numéro, justement, dans une des contributions qui explique très, très finement en fait, le lien qu'il y a entre le fait, par exemple, de relocaliser ou de changer les produits et la dimension éducation-accompagnement. Alors l'exemple qui est pris dans le numéro, c'est par exemple quand on passe dans une cantine, dans une restauration collective de yaourt industriel classique à du yaourt fermier qui est du coup livré dans des gros pots et puis ensuite remis dans des portions individuelles. La problématique qui est expliquée par les personnes qui gèrent la restauration collective, c'est le fait que dans un premier temps, les enfants ne veulent pas en manger parce que ça n'a pas le même goût. Donc en fait, il y a un lien direct entre finalement le changement des habitudes alimentaires dans les cantines liées à des volontés justement de transition écologique, de relocalisation, et la dimension accompagnement, éducation, etc. Et puis ça pose une autre question qui est également abordée dans le numéro, qui est celle qui est appelée dans le numéro commensalité, c'est-à-dire en fait la façon dont on prend le repas collectivement et dont les personnels qui accompagnent en fait le service du repas sont formés à cette relation justement de service à l'alimentation. C'est pas un geste qui est purement technique en fait, c'est une relation dans laquelle se joue en fait tout un tas de choses de l'ordre d'une forme d'éducation. Et il y a par exemple dans le numéro des discussions autour de projets de recherche qui ont par exemple été menés sur le fait de savoir quel est le format le plus approprié. Est-ce que par exemple dans un self c'est mieux que dans un service à table, etc. Donc les résultats ne sont pas forcément hyper nets ou clairs, mais c'est des aspects qui sont quand même importants à prendre en compte dès lors qu'on veut changer en fait ce qu'on mange à la cantine et changer aussi du coup le rapport que les politiques publiques produisent dans le rapport à l'alimentation. C'est-à-dire, je pense qu'il y a bien ça dans vos propos, c'est que c'est pas qu'une question technique de qu'est-ce qu'on met dans l'assiette, c'est une question qui est importante, mais c'est aussi comment, à travers des politiques, y compris des politiques de construction des collèges, quand on décide par exemple de construire des collèges dans lesquels il y a des cantines, avec des cuisines et des préparations de repas sur place, derrière ce que vous avez comme levier pour structurer ce rapport à l'alimentation est complètement différent que si vous êtes à une échelle beaucoup plus large d'un syndicat intercommunal qui va produire selon un modèle de grande échelle à coût unitaire réduit, etc., etc. Donc finalement le changement,
il est certes ça c'est ce que montre bien du coup les contributions du numéro dans qu'est-ce qu'on va mettre dans l'assiette, et du coup quels sont les procédés qui vont aboutir à ce qu'on va mettre dans l'assiette. Ça c'est des choses qui sont pas neutres, y compris du point de vue de la dimension politique des choix qui sont portés. Avec le Covid, on a eu la chance de pouvoir réexpérimenter les services à table dans certains collèges et surtout dans les écoles primaires, parce qu'il fallait plus que les enfants se servent et tout ça. Et donc la grosse contrainte, c'est qu'on a énormément d'enfants à faire manger en très peu de temps. Donc forcément, ils n'ont pas le temps de très bien manger. Là, pendant le Covid, ils mangeaient, ils étaient moins nombreux, donc ça allait mieux. Mais en tout cas, on a eu, nous, puisqu'on pèse les déchets alimentaires dans la commune, on avait quasiment plus de choses jetées. Les assiettes étaient finies puisqu'ils goûtaient, ils voyaient que leurs copains mangeaient, il y avait un animateur par table qui les faisait manger, et on le dit aussi dans les cahiers, il y a aussi la logique du temps et de pas forcer un enfant à goûter à tout prix, mais à l'accompagner vers une nouvelle découverte. Mais voilà, après il y a des contraintes de place et de nombre d'élèves à faire déjeuner dans un temps extrêmement restreint qui rendent quand même les selfs encore pratiques et qui ont le self permet aussi de pas ostraciser certains enfants qui auraient un régime particulier. Donc là, ça se voit moins, chacun a son plateau et peut se servir comme il veut. Mais l'éducation au goût, que ce soit en self ou à table, elle peut se faire à côté ou en même temps que les enfants mangent. Je ne sais pas si on m'entend. Isabelle Lacroix, chargée d'études et de recherche à l'INJEP. J'avais plusieurs questions, notamment vous avez parlé de la pandémie. Et donc j'avais plusieurs questions sur les effets de la pandémie en fait, sur à la fois l'orientation de l'action publique et aussi en termes de pratiques associatives. Je reprends là ce que vous avez dit sur les émeutes de la faim qu'il y avait eu en Seine-Saint-Denis. On avait vu que ça avait beaucoup touché les femmes et les nourrissons, et vous avez parlé des crèches départementales. Donc je voulais savoir comment vous avez ciblé cette question d'alimentation sur les crèches départementales. Est-ce que c'est les mêmes enjeux que les collégiens? Et aussi au niveau de la FAGE, comment vous avez priorisé vos actions au moment de la pandémie, puisque les images qu'on avait, c'était des files et des files d'attente à la banque alimentaire. Et après, tout ça aussi, ça pose des enjeux à vous écouter sur la trajectoire des enfants et des jeunes quand ils passent de... beaucoup de municipalités sont en délégation en service public avec des sociétés d'alimentation assez industrielles, et au moment où ils passent au collège, ils passent par des cuisines de production. Donc ça pose aussi beaucoup d'enjeux en se disant il y aurait besoin d'un retour aussi des municipalités sur ces cuisines de production avec tout ce que vous avez montré en termes de partenariat avec les producteurs locaux. Donc ça questionne beaucoup sur les nouvelles orientations à prendre. Réagir. Alors, merci beaucoup pour cette question. Je vais du coup essayer de répondre à la fois sur le côté action du service public et évolution de nos pratiques également associatives. Donc, au final, assez corrélé, puisqu'on est passé en tout cas pour tout ce qui va être restauration collective Crous, je parlerai que de ça parce que c'est ce dont on traite aussi au quotidien à la FAGE. On est passé du coup d'un service de restauration à table, du coup type self, à du coup des paniers ou de l'emporter ou de la livraison parfois. Et ça a été très compliqué la transition, puisque on avait toute une demande à laquelle on pouvait répondre, ou en tout cas on l'a directement senti au niveau des épiceries sociales et solidaires, puisque là en l'occurrence on a eu une demande qui quant à elle a explosé. Donc voilà, on a un petit peu changé les pratiques effectivement au niveau de la restauration collective, mais je pense que ça a été un peu pareil partout en l'occurrence. Et côté associatif, au niveau des épiceries sociales et solidaires, on est passé du coup d'un modèle où on a une épicerie où les personnes peuvent se rendre, choisir leurs produits, etc., à la constitution de paniers repas. En général, c'était des biens alimentaires et d'hygiène d'une semaine, dont du coup les bénéficiaires venaient soit récupérer, ça dépendait des villes en réalité, soit on faisait nous-mêmes tous les paniers avant sur commande du coup et les personnes venaient les retirer, soit du coup on faisait des distributions avec plusieurs tables
plusieurs produits sur chacune des tables, les personnes faisaient leur panier et repartaient, et du coup on avait tout un cycle de distribution, mais du coup sans le côté mixité sociale et sans le côté activité. C'est ce qui a beaucoup pêché, et c'est pourtant ce dont on avait le plus besoin quasiment pendant la crise sanitaire. Notamment du fait de toutes les enquêtes, tous les chiffres qui sont parus sur les questions de santé mentale. Je ne vais pas revenir dessus, mais c'est vrai qu'on a été particulièrement touchés en tant qu'étudiantes et étudiants, et c'est là où malheureusement le modèle n'a pas pu s'adapter du fait des contraintes sanitaires. Au total, ça a été un peu plus de 275 000 paniers repas de biens alimentaires et d'hygiène d'une semaine en moyenne qui ont été distribués sur l'ensemble du territoire. Et ça a été un gros travail aussi avec les acteurs territoriaux, parce qu'eux aussi ont dû changer leur pratique, et du coup forcément ça a été très compliqué. Enfin, vraiment les 2 premiers mois ont été très difficiles à vivre. À la fois du coup pour nous en tant qu'acteurs de terrain, et du coup les bénévoles qui vivaient aussi ces difficultés-là, mais qui du coup s'attelaient à proposer du coup une aide alimentaire, et les bénéficiaires également qui étaient perdus un petit peu là-dedans. Perdus parce que les pratiques du coup des CROUS vers lesquelles se tournaient changeaient, perdus parce que également les pratiques vers lesquelles ils se tournaient concernant les épiceries sociales et solidaires, les agorés, changeaient. C'était une période assez particulière. Donc on a pu retrouver assez vite, dès qu'on a eu le premier déconfinement, des épiceries qui se sont remis sur un modèle épicerie, d'autres qui ont continué et qui ont continué leur pratique du coup de distribution de paniers jusqu'au dernier confinement. Ce sur quoi honnêtement on n'était pas très favorable, justement du fait de cette perte de mixité sociale et de lien directement avec le bénéficiaire. Par contre, ce qu'on a eu qui a été aussi quelque chose qui a permis d'impulser un nouveau projet qu'on va mettre en place du coup sur des expérimentations dès la rentrée, ça a été des points d'accès au droit. Un petit peu comme les CRIJ, au final, c'est en fait on se retrouvait avec la venue des CPAM, la venue des services universitaires, la venue des travailleuses et travailleurs sociaux directement au cœur des distributions pour que les bénéficiaires puissent avoir un accès à leurs droits avec le ton de recours qui est énorme au niveau du public étudiant. Là, ils avaient du coup plein d'acteurs publics qui venaient au sein de nos épiceries pour les informer sur leurs droits. Et ça, c'est quelque chose du coup qu'on va continuer. On fait les premières expérimentations. On en a une à Bordeaux, donc un guichet de défense, d'accès de défense des droits, où à la base on accompagne du coup l'étudiant sur la résolution de ces problématiques, mais où maintenant on va également faire de l'information avec des permanences tenues par la CAF, tenues par les CPAM, tenues par les ARS, etc. Oui, très rapidement, le plan alimentaire territorial, on l'a lancé en février de cette année. Donc il n'existait pas au moment de la pandémie, et pour être tout à fait cash, au moment de la pandémie, nos crèches départementales ont fermé, purement et simplement. Voilà. Donc, sauf une ou deux, oui, pour les enfants, effectivement, des personnels soignants. Voilà. Donc, qui ont été regroupés sur certains sites. Voilà, donc cette question effectivement de l'alimentation des mères et de leurs bébés, elle a été occultée réellement. Et le plan alimentaire territorial, justement, il est né aussi de tous ces constats. Voilà. Donc pour ce qui était de l'aide alimentaire pendant la période Covid, effectivement, le département a débloqué des financements pour des associations, et ça s'est transformé en livraison de paniers repas. Voilà, en livraison de paniers repas à domicile, c'est effectivement ce modèle-là qui a été privilégié pour toutes sortes de raisons, et notamment des raisons sanitaires d'ailleurs. Une des conclusions aussi qu'on a tirées de cette séquence, c'est précisément la nécessité absolument de développer, et d'ailleurs on s'y attelle, là c'est en train de se mettre en place, de développer des plateformes logistiques importantes pour rassembler effectivement les produits locaux, je le disais tout à l'heure, et pour pouvoir après alimenter plusieurs épiceries, enfin part importante des épiceries alimentaires d'un territoire. Voilà. Donc là, on est sur ce travail d'approvisionnement logistique. Moi, je reviendrai juste sur l'aspect de la question qui était recuisiner en local, refaire des cuisines locales. En tout cas, pour ce qui est des municipalités, nous, on l'a pris... on peut le faire dans certaines écoles facilement parce qu'on a encore la place d'avoir les ancêtres des cuisines qui sont encore là, donc on a la place.
Elles ont disparu dans la plupart des écoles. Là, sur l'école de, la commune, on travaille avec nos voisins les Lilas. Eux, leurs écoles, ils n'ont plus la place de mettre des cuisines. Donc on réfléchit à un autre modèle. Là, notre première expérimentation, c'est remettre la cuisine sur place là où c'est possible. Deuxième modèle, ça serait peut-être un modèle... déjà, nous, on a aussi cette chance inouïe sur Romainville d'avoir à créer 24 classes d'ici 5 ans. Donc on va devoir recréer une école. Donc on va créer une nouvelle cantine et peut-être d'envisager avec ces nouvelles cantines qu'elles fassent une liaison chaude sur les écoles du coin, qui sont dans la proximité immédiate. Et là, du coup, on reste sur une cuisine qui est faite, qui n'est pas réchauffée et qui permet une meilleure qualité aussi par rapport à la liaison froide. Mais le recuisiner sur site, ça a un coût. Et nous, le collectif qui nous a accompagnés nous a fait tous les calculs et nous a aidés là-dedans. Et on avait la chance que Ciresco, c'est une cuisine qui est très chère. C'est un syndicat intercommunal qui fait de la nourriture en grande quantité, mais très chère. Et par rapport à d'autres qui sont en délégation de service public où ils ont des repas moins chers, le coût, du coup, ça fait un surcoût. Nous, non. Parce que le coût du produit brut, c'est à peu près 1,70 €, 1,90 €, quoi, maxi 2 € pour un repas. Le coût total, c'est 9,78 €, je crois, quelque chose comme ça, en comptant le gros parti plastique, déplacement logistique, cuisiner une première fois, réchauffer une deuxième fois, resservi encore par une autre personne. Quand on diminue complètement la chaîne et qu'on enlève la chaîne logistique, on peut mettre presque 5 € dans les denrées brutes. Donc là, on peut se permettre d'avoir une belle marge de progression dans la qualité de ce qui est servi. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de ce que ça donne. Bonjour. Bonjour, je suis Denis Parizeau, je suis élue du 14e en charge de l'alimentation durable. Je voulais revenir sur deux petits points. D'abord, vous remercier, c'était très intéressant pour le travail en Seine-Saint-Denis également. Et sur la question notamment du végétarisme que vous avez évoqué tout à l'heure, je ne crois pas que vous l'ayez évoqué, mais l'intérêt aussi des repas végétariens, c'est que comme ils ont un coût qui est inférieur du fait qu'il n'y a pas de viande forcément, ni de poisson, ça permet, c'est un levier important, je pense, pour pouvoir acheter davantage d'un autre type de nourriture de qualité, donc bio et de proximité. Voilà. J'ai noté deux, trois petites choses aussi, mais là vous l'avez évoqué déjà par rapport à l'accessibilité de l'alimentation de qualité. C'est un enjeu, moi je voulais revenir un petit peu là-dessus pour savoir ce que vous en pensez. Bon, un enjeu évidemment d'égalité et de santé. Et ça me semble important d'appuyer sur la question de la santé, mais vous l'avez un peu évoqué à travers l'obésité. Voilà, mais enjeu d'égalité, que tout le monde, dès le plus jeune âge, puisse avoir accès à des aliments de qualité, c'est vraiment très très précieux. Et pour finir, qu'est-ce que j'avais noté? Ah oui, important aussi, en tout cas pour moi, à travers votre plan d'alimentation territoriale durable, en fait, ça va permettre également la consolidation et la diversification des productions au niveau de l'Île-de-France, au niveau du bassin parisien, puisque vous tenez à ce que ce soit local. Donc ça c'est important aussi, ça permet de prendre soin des agriculteurs et des agricultrices, des producteurs divers et variés. Ça me semblait un point important à souligner. Outre le soin apporté aux convives, permet de prendre soin de tous les autres acteurs, en plus de l'environnement et de la préservation de la biodiversité. Voilà. Merci. Merci pour votre question. Est-ce que vous voulez réagir à ces éléments? Juste ajouter deux choses. La première, c'est qu'à travers la commande publique, effectivement,
on est en train de revoir tous nos marchés, donc marché pêche durable, etc. Enfin, il y a effectivement un soutien qui peut être apporté effectivement à ceux qui travaillent, donc qu'il s'agisse de la pêche, qu'il s'agisse de l'agriculture, enfin, le maraîchage, etc. Et d'autre part, on travaille aussi avec pariculteurs, par exemple, enfin, donc, qui permet effectivement, alors il y a deux dimensions. La première, c'est effectivement permettre à de jeunes agriculteurs de créer leur exploitation en Seine-Saint-Denis, en fait, à travers justement les terrains qui leur sont proposés, les projets effectivement qu'ils déposent et que l'on valide. Et puis aussi, il y a en lien aussi avec, on l'espère bientôt, avec la ville de Paris, la recherche, c'est quelque chose qui est en train de germer. Enfin, c'est cette idée qu'on pourrait peut-être aller, comment dire, chercher des terres agricoles avec terres de liens, par exemple, enfin voilà, chercher des terres agricoles à l'extérieur, enfin, soit dans la grande Île-de-France, soit voire même aux confins de l'Île-de-France, à l'extérieur de l'Île-de-France, pour pouvoir effectivement donner là aussi à de jeunes, au moins jeunes exploitants d'ailleurs, la possibilité de faire de l'agriculture biologique, de l'agriculture paysanne, véritablement, et non pas de l'industrie agroalimentaire. Voilà, donc c'est aussi un soutien aux acteurs du monde agricole. Mais c'est... Oui, tout à fait. Mais là, c'est à plus long terme, il faut le dire. Aurore Kessal, je travaille à la Ligue de l'enseignement, et du coup, j'ai une question sur les jardins ouvriers d'Aubervilliers, parce que j'ai grandi à côté, et je connais bien, je sais à quel point, pour les gens qui habitent sur place, c'est important. Et du coup, je me demande si c'est pas antinomique de faire la promotion d'une souveraineté alimentaire, d'une lutte contre la précarité, et en même temps d'avoir un plan d'urbanisme qui autorise la destruction d'une partie des jardins ouvriers. Je vais vous répondre très facilement. C'est un vrai combat politique. C'est un combat que nous, écologistes, nous menons tout le temps, y compris au sein des majorités auxquelles nous participons, effectivement. Je le disais tout à l'heure, les JO, là je parle cette fois-ci véritablement avec ma casquette d'élu écologiste, les JO sont dévorateurs d'espace. C'est peut-être, je ne sais pas, enfin, peut-être une très belle fête du sport, mais c'est aussi, en tout cas, un projet, comment dire, climaticide, destructeur d'espaces naturels, et c'est un combat de tous les jours pour faire en sorte que, effectivement, il nous en dévore le moins possible, voilà. Et c'est pas toujours un combat gagné, malheureusement. Voilà. On est quelquefois mis devant le fait accompli. Voilà. Les bulldozers sont à l'œuvre avant même que, effectivement, les recours, etc., puissent être portés. Oui, partie arrêtée. Mais voilà, voilà, il y a les JO directement et puis tous leurs projets, tous les projets annexes. Tous les projets annexes, effectivement, qui ne sont pas directement liés aux JO, mais indirectement et très fortement liés aux JO. Voilà, c'est un combat politique. Juste, je reviens un peu à l'aspect éducatif et d'espace vert. On est dans un milieu qui est ultra urbanisé. Nous, en Seine-Saint-Denis, en Paris, n'en parlons pas. On a des enfants qui ont toujours grandi là, hein, qui n'ont pas été à la campagne avec on pourrait dire, ils ont été formés, ils savent ce que c'est, comment les plantes poussent. De la toute petite enfance jusqu'à la personne âgée, il y a une demande extrêmement importante de vouloir mettre les mains dans la terre, en fait, même sans l'avoir vraiment pratiqué avant. On a
nous, du coup, distribuer des bacs dans toutes les écoles en très grande quantité, puisqu'il y a des pollutions de sol, donc on ne peut pas faire pousser des légumes, des fruits. Toutes les écoles nous demandent, et même les collèges nous demandent d'avoir des espaces verts cultivables, des temps. On a beaucoup de professeurs qui souhaitent rentrer dans des projets éducatifs de faire pousser quelque chose de comestible, encourager aussi les parents à venir. Et on revient, je fais le lien avec les jardins ouvriers, parce qu'on est sur Romainville, on a une forêt primaire qui est fermée, et une partie qui a été aménagée, et il y a justement des jardins ouvriers. On est en train de réfléchir avec l'asso des jardins ouvriers à transformer ces jardins-là, parce que c'est des très grandes parcelles, et ça profite à peu de monde, et c'est bloqué sur de très nombreuses années. Et du coup, on va au fur et à mesure récupérer, là on a plusieurs parcelles déjà de récupérer en mode pédagogique, mais le faire plutôt en jardin partagé, qui permet de faire profiter le plus grand nombre d'une récolte, d'un temps, juste d'être assis sous un figuier et de voir pousser ses radis, que ça profite à tout le monde sur les temps, qu'ils soient scolaires ou non scolaires, week-end et soir et week-end, quoi. Voilà, c'est une très très grosse demande. Les espaces verts ne sont pas extensibles, mais c'est vrai, comme dit Frédéric, c'est une lutte dans notre majorité, puisqu'on a une sensibilité beaucoup plus disposée à vouloir garder les espaces verts que certains partis de notre majorité, mais voilà, on est sur tous les fronts, tout le temps, pour chaque espace, chaque espace qui est proposé à la vente parfois, pour en faire, ce matin c'était une station de gaz naturel, voilà, on s'est opposé à ce genre de gaz de ville. C'est important d'avoir ce prisme de chaque espace vert doit être conservé. Alors après, et que ce soit fait de façon à ce que ça profite au plus grand nombre et que ce soit équitable sur le territoire, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement, en tout cas en Seine-Saint-Denis. Oui, c'est bon. Merci pour ce que vous avez dit. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc oui, pardon, Julie Lequin, j'ai contribué au numéro. J'ai écrit un article en lien notamment avec les PAT. Juste ce que je voulais dire, c'était par rapport aux questions d'accessibilité. Effectivement, elles se posent pas du tout, elles sont pas du tout les mêmes selon où on est, évidemment, que dans les milieux, et notamment en Seine-Saint-Denis. Du coup, c'est très minéralisé, donc effectivement, l'espace est cher, vaut cher. Et notamment, en fait, ce qui est intéressant, et justement quand vous parliez des questions d'accessibilité, quand on s'intéresse à ça, on voit toute la panoplie de ce qui peut exister sur les questions d'accessibilité, notamment l'accessibilité aux espaces alimentaires. Et quand j'entends alimentaire, ça peut être effectivement les jardins ouvriers, les jardins partagés. Juste pour ça, on voit de plus en plus, mais j'imagine que vous y avez déjà pensé, c'est de faire plus le lien avec les logements collectifs et les bailleurs sociaux, qui ont plein de réinvestir notamment les espaces en pied d'immeuble, parce qu'effectivement maintenant on ne trouve plus de grandes parcelles de 1 hectare ou même moins pour investir des jardins. Donc ça, je sais que c'est un des éléments. Et il y a aussi sur les questions d'accessibilité quelque chose qui est assez intéressant, c'est sur les espaces, l'accès aux espaces aussi de transformation. Vous en avez un peu parlé avec tout ce qui est cuisine collective, cuisine partagée. Du coup, j'ai pas précisé, mais donc, ça a été dit au début, je travaille dans un bureau d'études qui s'appelle Salutaire, on travaille avec la commune d'Épinay-sur-Seine. Une des choses que vous avez dit, que je retrouve, c'est dans le 93. Du coup. Enfin non, pas pour vous, ça, je sais que vous le savez, mais peut-être pour les gens qui ne connaissent pas. En fait, l'idée, c'était de se dire que l'accessibilité, parfois, elle se joue sur les questions d'aide alimentaire, les personnes qui reçoivent des colis alimentaires, mais qui n'ont juste pas les espaces pour cuisiner, soit c'est trop petit, qui vivent dans des logements insalubres, qui n'ont pas forcément accès à des cuisines. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est
je trouve assez intéressant dans les milieux, on va dire, très urbanisés, qui ont moins de réflexion peut-être sur les questions foncières. Et il y a juste quelque chose, peut-être pour vous, sur la question de l'éducation, justement l'article que j'ai écrit et que je suis déjà en train de me dire qu'il est un peu daté, que ma réflexion a encore évolué par rapport à ça, c'était du coup sur un exemple de cuisine de rue qu'on utilise notamment pour entrer en discussion avec les gens dans la rue, pour les faire partager leurs pratiques alimentaires, qui peut être du coup un outil justement pour après venir mettre en place, quand c'est réitéré, mettre en place peut-être des choses qui répondent plus aux pratiques alimentaires. Et ce que j'avais vu notamment sur les questions d'éducation, je ne sais pas si plus au niveau du département, que l'accent était beaucoup mis sur les questions d'éducation nutritionnelle, donc l'éducation au goût, ce genre de choses. Et finalement, parfois, c'est utile, mais on oublie tout un pan des questions d'éducation, et notamment parce qu'on va avoir des ateliers qui vont être éloignés des sociabilités alimentaires, c'est-à-dire comment on mange au quotidien. Nous, par exemple, dans les ateliers cuisine, mais ce que je vous dis, c'est pareil, comme disait Paul Maillot, je ne l'aurais peut-être pas dit il y a un mois, mais en fait, l'idée, c'est, par exemple, de travailler des ateliers cuisine où on se dit, qu'est-ce que vous avez dans votre placard, ou qu'est-ce que vous recevez comme panier alimentaire quand vous allez, par exemple, et du coup, c'était juste plutôt une idée que je lance, et peut-être des réflexions que vous avez déjà là-dessus. Alors, effectivement, l'éducation au goût, elle est faite parce que c'est obligatoire déjà, donc les syndicats nous envoient des gens pour faire goûter les choses aux enfants, mais on remarque effectivement que beaucoup de familles ne savent pas cuisiner, et donc se nourrissent pas forcément très bien, parce que n'ont pas appris à cuisiner. On faisait un peu le calcul, moi j'ai 45 ans, je suis dans les dernières à avoir eu des cours d'éducation manuelle et technique à l'école, au collège, où on apprenait à cuisiner, à coudre, à faire des choses un peu folles comme ça, et on a appris à l'école à cuisiner, des cours un peu d'éducation ménagère, quoi. Et après, on a complètement enlevé tout ça, on l'a laissé aux élèves qui avaient un peu du mal, donc les élèves de SECPA continuent à apprendre à cuisiner. Mais la plupart des parents qu'on rencontre nous disent on achète aussi tout prêt parce que je sais pas faire les légumes, faut les éplucher, c'est long, ça prend du temps. C'est même pas une histoire de coût, puisque un kilo de carottes coûte pas forcément beaucoup plus cher qu'un kilo de frites achetées sur Gelée McCain, hein. C'est pas l'idée du prix, mais c'est aussi d'avoir les enjeux d'apprendre à cuisiner. Et on retrouve, alors il y a la grande mode de toutes les émissions culinaires, et les concours qui sont lancés de cuisine, là je vois, il y en a eu un lancé au département ce week-end, Cuisine du Monde, et là pareil, à la Cité Maraîchère, on a lancé pendant le week-end des transitions un concours de cuisine où il fallait être en équipe forcément, mixte, en âge, de garçons-filles et tout ça, et ça a remporté un succès, mais tout le monde s'est inscrit, autant pour voir que pour cuisiner. Donc là c'est quelque chose qu'il faut qu'on renouvelle, parce que c'est par là que passe aussi, par exemple il y a eu aussi Greenpeace qui était venu avec l'association Pas d'usine en cuisine nous faire des cours de cuisine végétarienne à l'extérieur. Et on a appris à cuisiner en 3 heures 4 plats. Et pareil, on était avec des familles de tous âges, de toute confession, niveau social, et de se dire qu'en 4 heures, on a déjà appris à faire 4 plats, c'est quelque chose qu'on peut refaire facilement, en fait. C'est pas, et c'est des cours de cuisine gratuits, forcément. Il y a 2 choses qui attirent énormément, c'est les cours de cuisine, et il y a l'équivalent pour fabriquer ses produits ménagers, tout ça. Alors là, pareil, c'est un succès énorme, et ça touche aussi bien les plus bobos de notre population que les plus en difficulté sociale. Voilà, on apprend à faire sa lessive, son produit à vaisselle, sa cuisine, et finalement c'est un gain pour tous et toutes. Mais effectivement, il faut prendre en compte cette notion de tout le monde n'a pas de cuisine. Donc qu'est-ce qu'on fait pour les familles qui n'ont pas de cuisine? Qu'est-ce qu'on leur propose comme alternative alimentaire? Peut-être des choses déjà transformées, et il y a la réflexion qui viendra, nous on l'a déjà
petit peu anticiper en se disant on va voir quelle marge de manœuvre on a dans la cuisine qu'on va créer pour éventuellement laisser les assos cuisiner dans notre cuisine sur du temps hors scolaire pour qu'il y ait la transformation qui se fasse des produits et qu'on livre des repas, qu'on puisse donner aux familles des repas transformés. Je voulais juste revenir sur la question de l'accessibilité, parce qu'en Seine-Saint-Denis, l'accessibilité, elle est parfois même physique. C'est-à-dire que dans nos fameux déserts alimentaires, le seul point d'approvisionnement alimentaire, c'est le supermarché. Et encore, le supermarché est-il à parfois une dizaine de kilomètres de l'ensemble résidentiel où l'on vit. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément non plus sur place. Donc là, on a une vraie difficulté pour effectivement amener l'alimentation plus près effectivement des ménages. Donc soit, comme vous le disiez, enfin, il y a la solution de l'emprise enfin, en pied d'immeuble, puis souvent à l'intérieur des zones fortement résidentialisées comme ça, il y a souvent des grands espaces en fait. Je dis toujours des pelouses rases là, un peu pelés, donc qui sont des espaces ingrats, mais sur lesquels effectivement on peut inventer d'autres formes d'agriculture. Enfin, bon, ça, je veux dire, les professionnels, les paysans savent faire précisément. Donc ça c'est un premier problème, mais je pense aussi qu'il va falloir que dans notre plan alimentaire territorial, j'ai dit tout à l'heure qu'on mette tous les acteurs de l'alimentation autour de la table et qu'on mette aussi les acteurs de la grande distribution à contribution. Ouais, alors du coup, c'est vrai que la question de l'accessibilité, pour nous en tout cas, au niveau du public estudiantin, elle se pose sur les campus délocalisés, où encore on n'a pas forcément de solution durable. Donc là, c'est un petit peu une pierre jetée à la mer, je ne sais plus comment on appelle ça, une bouteille jetée à la mer. Parce qu'on travaille, nous, à l'heure actuelle, sur des conventionnements entre notamment des services de restauration collective dans les CHU ou les entreprises où se trouvent à proximité du coup ces sites universitaires, mais parfois il n'y a juste rien. C'est-à-dire qu'on va retrouver un IUT au milieu de nulle part, sans cafétéria, sans offre de restauration, sans rien aux alentours. Et du coup, on a pu développer ce qu'on appelle les agora-trucks. Du coup, c'est comme des agorae, mais mobiles, donc des agomobs. Enfin voilà, ça dépend des villes. Encore, on n'a pas de label pour ça, mais c'est ce qu'on appelle l'agorae ou projet assimilé. Donc, on tend du coup à aménager un camion réfrigéré pour se rendre sur ces sites délocalisés. Sauf que c'est pas quelque chose qui est honnêtement très durable, parce que c'est énormément de moyens pour au final très peu de... J'ai pas envie de parler comme ça, mais très peu de résultats, et où si on se concentrait davantage sur les épiceries, on va dire, fixes et permanentes, on pourrait avoir plus de bénéficiaires. Donc on essaie de développer un peu le modèle de l'Agorae pour aller du coup justement sur ces sites délocalisés, en même temps également de faire des actions de prévention, de promotion de la santé. Donc on en profite un petit peu comme les bus de vaccination ou les bus de santé publique qu'on retrouve dans les zones urbaines. Mais honnêtement, on n'a pas de solution durable. Parce que, au final, comme je le disais, on a 34 agorae, il y a des dizaines de milliers de sites délocalisés. Donc voilà, si jamais vous avez à proximité de vos services un site universitaire délocalisé sans espace de restauration à proximité, n'hésitez pas à nous proposer des solutions, parce que c'est vrai qu'on peine encore un petit peu à ce niveau-là. Juste une question pour compléter, après je vais laisser la parole. Est-ce que dans les agorae, il y a des agorae qui se saisissent par exemple de type d'atelier cuisine ou de choses comme ça, ou pas encore Alors oui, du coup, on a tout un tas d'activités qui se déroulent au sein des épiceries sociales, qui sont soit du coup dispensées par des professionnels qu'on fait venir, soit par des partenaires universitaires, comme par exemple les BTS économie sociale et familiale, j'en ai un petit peu parlé au début, mais où dans leur cursus du coup d'études, ils apprennent aux ménages à cuisiner du coup à moindre coût et de manière équilibrée. Donc en fait, nos agorae sont un petit peu leur terrain de stage. Parfois, on les fait venir. Ils le font de manière bénévole, mais souvent du coup sur des conventions de stage. Et c'est assez intéressant. Donc oui, effectivement, on développe les ateliers culinaires, mais encore une fois, effectivement, plus sur de l'éducation à la nutrition, comme c'était questionné juste avant. Et on a tout un tas
d'autres activités sur de la santé, sur le bien-être aussi, prendre soin de soi. On a des ateliers aussi, c'est tout bête mais coiffeurs, où on a des professionnels qui viennent prendre soin de nos bénéficiaires qui ne peuvent pas se payer ces derniers. Donc voilà, on développe un petit peu tout ça, mais c'est assez hétérogène. On a sur cette action-là pas de cahier des charges bien défini, où on doit faire absolument une action d'éducation à l'alimentation une fois par mois par exemple. C'est un petit peu voilà, hétérogène. Bon, tout d'abord, merci beaucoup pour vos interventions. C'est super intéressant tout ce que vous avez raconté aujourd'hui. Je m'appelle Claudia Guidre, je travaille dans une association qui s'appelle TRACE, et une association qui s'occupe des cultures scientifiques et de l'éducation en sciences. Et en ce moment, on travaille justement dans un projet européen avec 12 pays en tout, et autour de l'éducation à l'alimentation. Donc ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que vraiment vous faites des projets qui sont exemplaires, et ce qui cherche un peu notre projet, c'est mettre les étudiants, surtout les collégiens et lycéens, au milieu de la problématique, eux ils participent en tant que protagonistes des solutions, mais en cherchant à engager les acteurs sociétaux autres que seulement les acteurs des écoles, et aussi de chercher des solutions de la fourche à la fourchette, c'est-à-dire les thématiques sont vraiment très très variées. Donc ma question c'est plutôt de savoir comment vous êtes en relation avec le côté plus formel de l'éducation, s'il y a une place pour toutes ces actions que vous mettez en place, les jardins, et les ateliers de cuisine et tout, mais plus directement avec le côté formel. Formellement, nous, le projet éducatif, il y a des appels à projets. En fait, les enseignants et les établissements en lien avec leur projet d'établissement s'inscrivent, soit s'inscrivent il y a des offres clés en main, hein, ça va être je veux installer un potager dans mon collège, j'aimerais bien mettre des poules, une ruche, il y a un concours de miel qui existe avec tous les collèges qui ont des ruches. On a ces offres clés en main, et on a des offres aussi, un professeur un ensemble de professeurs qui veut développer un projet, il va nous le présenter, et nous on va pouvoir si ça rentre le mettre en relation et financer une partie de son projet. Formellement, c'est ça. Il y a 2 appels à projets par an, et c'est des sommes importantes hein, qui sont consacrées à ces choses-là au niveau éducatif, en tout cas. Mais disons que du point de vue des établissements scolaires, il y a un soutien pour, par exemple, le temps de travail des enseignants Non, on ne paye pas les enseignants, on ramène soit des personnes qualifiées, des associations, quand ils ont une problématique, on cherche à savoir qui va être la personne la plus appropriée pour venir les aider. Et ça sera sur du temps scolaire, c'est un projet qui est écrit, et ça sera souvent sur leur temps, il y a une partie sur leur temps de cours, où ils sont déjà payés par l'éducation nationale, donc on n'en rajoute pas, mais on va parfois... quand c'est des projets qui ont lieu en dehors du temps purement de cours, là, c'est les chefs d'établissement ont une marge en fait d'heures supérieures, d'heures sup qui peuvent être attribuées, mais bon, ça c'est leur petite cuisine interne. Nous, on amène les professionnels de la problématique qu'ils recherchent. Voilà. Et pardon, ouais, la dernière question, comment faire, disons que ça devient plus la règle que l'exception. C'est-à-dire que... c'est pas une exception. Hein. Nous, les 130 collèges, on atteint l'universalité. Tous les collèges profitent, ils déposent même trop de demandes. Enfin, voilà. On n'arrive pas, oui, dans les budgets qu'on a actuellement, la règle c'est 3 projets, comptant d'ailleurs, souvent il y a une résidence artistique, il y a tout ça, et on dépasse largement les demandes. Et on essaye, on a toujours les services ont toujours l'œil pour que ce ne soit pas toujours les mêmes collèges qui s'emparent de beaucoup de... Parce que c'est la double peine. Hein. Si
vous avez une équipe éducative qui vient de bouger et qu'en plus ils sont pas au courant de ce qui se passe, ils vont pas demander de projet et comme on a un turnover parfois dans certains établissements de 1/3 ou la moitié du personnel qui bouge, dans les établissements qui sont déjà considérés comme des fois les plus complexes, si on n'a pas un focus particulier sur ces... pour rattraper c'est des établissements qui vont être moins demandeurs et de dire voilà, on a une solution. Enfin, vous n'avez peut-être pas des enseignants qui vont monter un gros projet, mais on vous propose celui-là, il est clé en main, il est simple à faire, vous avez juste besoin d'avoir une ou deux personnes volontaires et ça passe. Et puis après, quand ils voient, alors là, quand il y a 1 ou 2 projets qui se passent bien, en général, il y a une dizaine d'enseignants qui vont demander des projets. Donc on ne souffre pas du manque de demande. Merci. On arrive vers la fin de cette conférence débat. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Bon, on va en rester là pour aujourd'hui. Je voulais remercier nos intervenantes et nos intervenants pour la qualité de cette discussion. Je voulais vous remercier, vous, pour la qualité de vos questions et du fait d'avoir fait vivre finalement cet échange autour du numéro. On voit qu'il y a tout un tas d'enjeux qui s'articulent autour de l'alimentation et qu'à travers ce thème-là, on arrive à parler de beaucoup de choses différentes. C'est vrai que là, dans la discussion, on a beaucoup parlé d'école, d'éducation, mais ce qu'on voudrait aussi mettre en évidence, c'est le fait que ces enjeux-là se posent aussi dans tous les temps, type colonie de vacances, type événements associatifs, événements sportifs, et que donc du coup on peut transposer aussi en partie ces discussions et ces échanges à d'autres champs, à d'autres domaines, et on peut voir également que l'alimentation peut être aussi un thème de participation, d'engagement, de se saisir de ça pour en faire quelque chose qui est à vocation émancipatrice. Et donc je trouve ça très intéressant que ça ait pu être mis en discussion ce soir. Donc je vous remercie. La conférence sera du coup disponible en ligne, donc je vous invite éventuellement à visionner ou à la découvrir. Voilà. Merci, bonne soirée.